Voilà. Le contexte historique de Freud, bon, il y a toutes sortes de facteurs qui aujourd'hui sont évidemment pas des choses qu'on va rencontrer dans le réel. Néanmoins, c'est très intéressant, vous aurez probablement remarqué, de voir comment il réfléchit, comment il analyse, comment cette théorie s'agence pour construire quelque chose de vraiment solide. Là, l'homme aura, on va parler de névrose obsessionnelle. Donc pour les premières années, on ne l'a pas encore abordé, la névrose obsessionnelle, mais c'est pas grave. Ça va vous donner, après quand on aura le cours sur la névrose obsessionnelle, ça va vraiment faire sens, mais on va en parler de toute façon aujourd'hui. Et ça, par contre, c'est très contemporain, c'est très courant, on le rencontre beaucoup dans la réalité clinique d'aujourd'hui. Évidemment, de manière différente, pas les mêmes types de contextes. Dora, le cas de l'hystérie, on en rencontre moins. Le petit Hans, les phobies, ça, évidemment, c'est toujours très d'actualité. Et là, la névrose obsessionnelle, je pense, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres personnes qui consultent, mais c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment. Donc, on va, comme les dernières fois, faire une présentation chacun de ce cas. Ensuite, enfin, en tout cas, ce qu'on a eu envie de transmettre aujourd'hui, hein, c'est pas un résumé ou une compilation des faits. Donc, c'est vraiment à vous de le lire et de le travailler. Et ensuite, on pourra discuter cet après-midi en petits groupes, comme on a fait la dernière fois. Vous aurez l'occasion d'échanger et de partager ce que vous avez relevé, noté, observé. Et j'aurais envie de vous dire, n'ayez pas peur de partager, même si vous êtes des premières années ou d'autres personnes où vous dites que vous ne maîtrisez pas la théorie. C'est pas grave, parce que ce qui est intéressant, c'est vraiment la perception de chacun et ce que ça provoque en vous, ce que vous ressentez vis-à-vis de ce personnage, du cas, de la situation, du contexte. C'est utile d'exprimer son ressenti, ses pensées, et puis après, au travers de l'échange avec l'autre, hein, c'est la fonction de l'autre justement, qui permet cette transformation en quelque chose d'autre, hein, une sorte de sublimation. Et donc, sur le thème de la sublimation, je voudrais vous proposer pour la prochaine fois, donc vous avez le temps d'y réfléchir, notre prochaine journée de rencontre qui sera l'homme au loup, il me semble. Hein, oui, c'est l'homme au loup. Oui. Donc l'homme au loup, pour la prochaine fois, en fait, quand vous êtes en train de lire ce texte, je suis sûre qu'il y a des tas de choses qui vous viennent à l'esprit. Peut-être que vous prenez des notes, peut-être que il y a des idées qui vous traversent, ou des sentiments, des choses comme ça. Et si vous avez envie, vous pourriez écrire tout ça et le rendre. Et nous, on en fera une compilation de ce contenu qu'ensuite on rediffuserait à tout le monde qui était là, à tout le monde du coup, pour avoir une trace quelque part de certains éléments. Ne cherchez pas. Donc si vous avez envie, hein, là je vous oblige pas à faire un rendu. C'est si ça vous intéresse de le faire. Comme ça, vous voyez la transformation, cette notion de transformation, de sublimation et de retour narcissique, bien sûr, qui pourrait être intéressant si vous en avez envie, sachant que, comme pour quand on fait des études de cas, il n'y a pas de mauvaise ou bonne réponse. Hein. Tout ça, c'est une question de perception, d'observation. On a évidemment une méthodologie, mais ça reste quand même très subjectif et de l'ordre de la perception. Donc n'hésitez pas. Voilà. L'homme au rat, moi je l'avais lu il y a très très longtemps. Je l'ai relu. Et ce qui me semble maintenant, avec le recul du temps et de l'expérience,
ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est par rapport à la surdétermination du symptôme. C'est-à-dire que dans cette notion-là, en fait, il apparaît vraiment, et je pense que j'ai déjà dû dire ça à d'autres moments, mais c'est vraiment le cas qui permet d'observer cette surdétermination et de penser aux symptômes, non pas comme la problématique centrale, mais de comprendre l'analysant comme un millefeuille avec des couches superposées. Et effectivement, on en a parlé ça avec lors de Dora, le fait que l'expression de l'hystérie était suite. Alors évidemment, il y a un événement, mais en fait, c'est une suite de choses. C'est tout un contexte. Et quand on reçoit un patient qui va exprimer, par exemple, une névrose obsessionnelle, on a tendance à vouloir, c'est tout à fait naturel, se focaliser sur la problématique exprimée. C'est normal, hein, quelqu'un va venir vous dire « j'ai mal au genou », vous allez regarder le genou. Mais en fait, ce mal, l'expression de ce mal, de ce mal-être, de la souffrance, c'est un résultat de tout un ensemble de choses. Et c'est là où Freud fait quelque chose de très intéressant, particulièrement dans l'homme au rat, parce qu'il va justement analyser, observer chaque couche de ce millefeuille. Je suis désolée, un millefeuille, je vais pas... Si. Voilà, c'est... Ah, bon. Vous avez l'habitude. Et chacune de ces couches qui va venir, en fait, culminer ensemble, fabriquer ce symptôme qui se manifeste au travers de ces pensées obsessionnelles, de ces phobies, pas ces phobies, de ces compulsions, de ces pensées répétées. Donc, on va observer, et ce qui est intéressant pour nous dans la pratique en tant que psychanalyste, thérapeute ou futur thérapeute psychanalyste, peu importe, que ce qui est important, c'est d'aller au-delà dans notre écoute, au-delà de ce qui est manifesté comme étant le symptôme, la problématique, et essayer de comprendre toutes les couches successives qui se sont construites au fur et à mesure, donc depuis la toute petite enfance, pour arriver à cet endroit-là. Donc beaucoup d'influences qui vont être endogènes et exogènes et qui vont effectivement venir se chevaucher, se transformer, s'influencer. Une influence l'autre. Et tout ça devient le tableau donc de la névrose obsessionnelle. Donc dans cette observation, il y a une certaine technique. Et là aussi, dans l'homme au rat, Freud continue, je dirais, à découvrir cette technique psychanalytique qui commence par la libre association. Ça, c'est très important, cette idée de libre association, parce que comment on fait pour identifier toutes ces couches successives? Comment est-ce qu'on arrive à comprendre tous les différents éléments, puisque visiblement, il n'y a aucun lien entre eux? Il y en a un, mais il va être très difficile à comprendre, à trouver, parce qu'il est caché. Évidemment, il est caché au travers comme le rêve, des transformations du contenu dans une expression autre, mais aussi parce qu'il y a la résistance. Donc pour pouvoir pallier à ça, c'est vraiment la libre association d'idées que Freud impose à ce moment-là, et il faut laisser la personne débuter avec son contenu, quel qu'il soit. Et ça, c'est difficile. Je pense que vous l'avez vécu souvent, le fait d'arriver sur le divan et de laisser dire ce que vous avez à l'esprit. Et peut-être que ce que vous avez à l'esprit, ce moment-là, c'est quelque chose de pas très acceptable. Peut-être c'est, tiens, j'aime pas ses chaussures.
aujourd'hui. Ou tiens, on ne sait pas, ça peut être en fait n'importe quoi. Cette pensée, elle est peut-être pas acceptable dans la norme de la conversation, dans la norme de ce qu'on dit à l'autre, de ce qu'on se permet de dire à l'autre. Et il faut pouvoir dépasser ça. C'est ça qui est très difficile. Mais on essaye. On essaye d'apporter quelque chose de donner l'opportunité, en tout cas, à ce que ce discours se révèle naturellement. Et c'est de cette manière, si on s'autorise vraiment cette libre association d'idées, c'est là où on va découvrir du contenu qui était inattendu et où on va pouvoir faire ces liens. Par exemple, dans le discours, quand on saute du coq à l'âne, pour prendre cette expression, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a un lien. Donc on va chercher le lien, qu'est-ce qui a fait penser, quel est le lien entre le coq et l'âne. Quand on va les chercher, on va trouver, tiens, ce sont tous les deux des animaux qui vivent à la ferme. Tiens, la ferme me renvoie à mes vacances quand j'étais enfant chez mes grands-parents. Tiens, ça me renvoie à quand j'ai vu mon grand-père nu. Ça me renvoie, vous voyez, donc c'est vraiment ce genre d'association d'idées qui va nous permettre de comprendre quel est le rapport entre le coq et l'âne. Et le grand-père nu. Quid du coq. Alors, souvent, c'est ça, hein, quand je sors mes exemples comme ça, là, pour le coup, c'est vraiment, je suis en train de faire des associations libres d'idées. Donc, aller chercher pourquoi j'ai pris tout ça, on ne sait pas. Bref. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu mon grand-père nu, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Ça, j'ai une phobie des ânes, c'est pour ça. Alors. Je m'en vais alors. Pour Ernst, donc ce jeune homme qui consulte, il arrive à faire le lien avec la punition corporelle qu'il a vécue petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se rappelle, il se remémore, il revit, on ne sait pas, est-ce que c'est de l'ordre du souvenir, justement, à se poser la question lorsque ça se présente dans le discours, est-ce que c'est de l'ordre du souvenir ou est-ce que c'est de l'ordre du ressenti qui s'exprime, donc quelque chose qui pourrait être au contraire de la prise de conscience, donc cathartique. Lui, il parle de sa haine qu'il associe à son père puisqu'il est en train de le frapper. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, on retrouve, comme dans le petit Hans, cette ambivalence qui va se présenter de amour-haine. C'est là tout le problème. Et en fait, si on veut revenir à nos couches de millefeuille, on va voir qu'elles se succèdent, ces influences endogènes, exogènes vont se succéder. Donc là, par exemple, il y a cette violence, il y a l'acte de violence qui provoque en lui de la haine, qui va ensuite être conflictuel en conflit avec l'amour, puisque ça ne se substitue pas à l'amour, ça vient en plus. Et donc, il va bien falloir refouler quelque chose. Qu'est-ce que je vais refouler? Est-ce que je refoule l'amour pour avoir que la haine? Ou est-ce que je refoule la haine pour avoir que l'amour? En général, c'est plutôt ça, parce que l'enfant dépend du parent pour sa survie. Donc, il ne peut pas le haïr. Il faut qu'il le aime. Et qu'il le aime. Qu'il l'aime et il va trouver le moyen de l'aimer, coûte que coûte. Donc, plutôt refouler cette haine. En même temps, donc là, on a un événement extérieur. On pourrait se dire, le pauvre enfant, il a été frappé, donc forcément, il va avoir des symptômes. Non, pas forcément, parce que ce qui se passe en plus de ça, c'est que ça va venir se greffer, donc c'est là où on commence à construire les couches successives, à ce qui se passe comme conflit déjà interne, endogène. Et ce conflit-là, c'est celui de l'Oedipe.
Donc sa relation avec le père, est-ce qu'il est en train d'essayer de traverser comme... Ça goûte. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il goûte? Je sais pas, il y a un truc qui Il est en fuite, je par crois. terre, là, il y a plein de... Une fuite de la table? Non, je crois que c'est le plafond. Ça, c'est du plafond. Ah. On le voit En Non, tout non. cas, oui, j'ai vu tomber. Ah, mais là aussi, en fait. Oui, Ça, il y a oui, un oui. passage. C'est mouillé dessus? Ah oui, là. Mathieu? Non, mais c'est la table. C'est la table. C'est pas grave. Elle était dehors. Mais je l'ai essuyé, moi. Ça On doit va être la table, regarder. je sais pas. Oui, ça doit être la table. Je vois pas où, en fait. C'est pas mouillé. Non, c'est pas mouillé. Maintenant, j'ai essuyé tout à l'heure. C'est pour ça que c'est pas mouillé. Ah, mais là, regarde, c'est C'est ici. la table d'extérieur. Ah oui. C'est ici, en fait. Ah oui, non, ça non, fuit c'est là. là. C'est bon, c'est la table. C'est la table. C'est pas le plafond. Vous l'avez rentré d'extérieur, c'est pour ça que... Oui. C'est vrai que si vous saviez pas que la table était dehors, c'est un peu étrange. Mais voilà, en effet, on l'a ramenée de dehors et elle était trempée, donc elle continue à couler un petit peu, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc le DIP. Ernst, alors les facteurs ensuite naturels, on va dire, hein, parce qu'il y a dans le développement psychosexuel de l'enfant, il y a tous ces conflits qui sont inhérents au développement de l'enfant, qui sont complètement naturels, normaux, etc. Et ils vont être influencés, impactés par ce qui se passe dans l'environnement extérieur. Hein. On a toujours parlé de l'environnement suffisamment bon, etc. etc. Mais tout incident, tout événement va venir influencer finalement cette DIP et le vécu tel qu'il est en train de se présenter dans le développement au fur et à mesure que l'enfant se développe dans son corps et dans son appareil psychique. Donc lui, cet événement-là va le perturber forcément sur le plan de la réalité concrète que son père le bat, mais aussi influencer et impacter le développement de là où il en est, de l'Oedipe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça, tout le monde le sait maintenant. Justement, on peut parler de régression. L'appareil psychique fonctionnant sur le principe de plaisir va aller chercher là où il peut retrouver du plaisir. Là où il en est, on peut supposer que là où il a été chercher son plaisir, c'est dans le stade anal. La castration reste problématique, l'Oedipe pas trop résolu, en tout cas pas suffisamment. La libido reste principalement investie dans le stade anal. Et il y a plusieurs choses qui vont se passer, dont notamment l'expression du refoulement de ses pulsions de haine vis-à-vis de son père vont se manifester ensuite dans ses idées obsédantes à propos que quelque chose de terrible va se produire à son père et à la femme qu'il aime. Et il y a une peur, une crainte, une culpabilité, mais pas vraiment que quelque chose leur arrive, mais que en fait, ces désirs, ces pulsions de haine, de destruction qui sont refoulées feraient effraction dans le réel, feraient effraction au niveau de la conscience. C'est surtout ça contre lequel il se défend, de pouvoir maintenir dans le refoulement toutes les pulsions qui seraient nocives pour lui, mais pour lui dans le sens de l'enfant qui a besoin d'aimer son parent parce que sa survie en dépend. Donc c'est tout ça, en fait, le contexte, la surdétermination des symptômes. C'est tout ça qui va aboutir, finalement, toutes sortes de petits indices d'éléments, d'événements qui se greffent dans la construction psychique de cet enfant jusqu'au moment où il va consulter Freud, qui vont nous donner l'homme au rat, parce que l'histoire de la torture avec le rat, qu'il intègre dans le contexte déjà problématique, conflictuel dès la petite enfance. Et puis, Ratte, en allemand, qui est le mot du rat, et Ratte, qui est le même mot pour signifier l'argent. Donc, ce parallèle phonétique du mot permet ce lien, et donc l'obsession, vous savez, de rembourser ce remboursement.
Donc là, on est en train de développer ce qu'est la névrose obsessionnelle, la dynamique pulsionnelle dans la névrose obsessionnelle, qui, vous avez compris, est liée au refoulement des pulsions, soit de destruction ou autre en fait. Hein. Ça peut être des pulsions sexuelles, ça peut être des pulsions de n'importe quel ordre qui ne peuvent pas coexister avec une autre pulsion, un autre désir qui crée l'ambivalence. Et dès qu'il y a ambivalence, un de ces éléments pour pouvoir résoudre ce conflit, c'est le refoulement. Et le contenu qui est refoulé va ensuite être maintenu, donc là vraiment de manière économique par la libido, donc va utiliser une quantité de libido pour maintenir ce refoulement, pour être sûr que ça ne sorte pas. Et c'est là, dans la névrose obsessionnelle, où on a tous ces rites, croyances, tocs, etc., qui font que, de cette manière, je m'assure que tout ce contenu refoulé reste bien dans son refoulement. Plus je me lave les mains, plus je me lave de mes pensées impures, si vous voulez. Plus il y a, je vérifie que j'ai bien enfermé tout le contenu indésirable dans le refoulé. Mais le refoulé ne reste jamais dans l'endroit du refoulement. C'est ce qui ensuite va être le retour du refoulé. Et on en voit l'expression dans les rêves notamment et toute la psychopathologie quotidienne. Et puis aussi, ce cas permet à Freud de développer la notion de transfert. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir déballer des trucs comme ça sans y prêter attention, baisser la garde de ce qu'on va dire, vous voyez que c'est exactement ça la démarche psychique intérieure. Dans le discours, ce qu'on demande pour la libre association, c'est justement d'outrepasser la résistance, d'outrepasser les mécanismes de défense pour pouvoir accéder finalement à ce contenu. C'est possible seulement lorsqu'on est en confiance avec soi, mais du coup aussi avec l'autre, s'il y a un autre. Et c'est pour ça que vraiment l'analyse bénéficie du cadre dans lequel il n'y a pas ce face-à-face. Parce que quand on est en face, on a forcément la paire d'yeux qui nous regarde et c'est beaucoup plus difficile d'aller au-delà donc de ce mécanisme de défense naturelle et s'autoriser une libre association quand on a quelqu'un en face. C'est aussi pour ça que notre posture en tant qu'analyste ou thérapeute est très détachée. On ne réagit pas, on n'est pas dans une conversation, on laisse plutôt flotter. Parce que pour ne pas s'introduire à l'intérieur donc, de cette libre pensée. Tout ça, ça s'appelle le transfert. Et cette notion de transfert, elle est très importante. Freud en parle beaucoup donc, dans ce cas. Parce que c'est la relation finalement qui va se construire, qui n'est pas une relation de Freud avec Ernst, mais plutôt de cet enfant avec la représentation, avec ce que Freud représente pour lui. Et ce qu'il représente pour lui, eh bien, c'est probablement justement une figure paternelle. On le voit quand il lui dit « mon capitaine », et Freud l'observe de cette manière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que puisque Freud va avoir une représentation de père, pour, en tout cas au moins de père symbolique pour Ernst, qu'il devient le lieu justement de ce conflit. Et c'est justement là où il va pouvoir avoir exprimé, ressentir, s'autoriser à ressentir l'ambivalence de l'amour et de la haine qu'il a vis-à-vis de son père et qui est à la source, finalement, de toute cette histoire de névrose obsessionnelle. Bon, c'est tout. Est-ce que vous voulez
S'il y a des questions, est-ce que vous voulez réagir là tout de suite ou plus tard? Non, il y avait une phrase au début du bouquin dans la préface qui disait que j'ai perdu le mot. Que c'était un expert en ambivalence, voilà, le imposé des contraintes. Et du coup, vous l'avez expliqué dans votre intro. Ok, merci. Je laisse la place à Mathieu. Ouais. Allez. Alors, certains m'ont fait part de leurs difficultés à lire ce texte. Difficultés théoriques, mais aussi formelles. C'est long, c'est ennuyeux. Qui a dit ça? Et on coupe les cheveux en 4 aussi. Hein, on va dans le détail, c'est assez laborieux. Et je comprends. Le point commun entre l'homme au rat, le Cadora et le petit Hans, c'est la complexité. Et c'est bien pour ça qu'on organise ces petites journées, hein, pour vous donner quelques clés, pour vous introduire à ces textes un peu difficiles au premier abord. Mais cette complexité, elle est nécessaire. Parce que l'être humain est complexe. Et la fonction que nous occupons, ou pour laquelle nous vous formons, donc thérapeute, psychanalyste, nécessite l'apprentissage de la pensée complexe. Si j'insiste sur ce mot, complexe, vous qui connaissez un peu le champ lexical psychanalytique, vous savez, c'est pas pour rien. Si vous ne vous confrontez pas à ces complexes, ce que vous risquez, c'est tout simplement de rester enfermé dans une psychologie de confort, une psychologie du passé et dépassée. Il n'y a pas si longtemps, la croyance populaire, et pas que, attribuait les phénomènes morbides, les symptômes, comme on dit aujourd'hui, à la possession démoniaque. C'est comme ça qu'on expliquait, par exemple, les hallucinations auditives. Les symptômes somatiques, évidemment, mais les accès de colère aussi. Tout ce qui débordait des phénomènes normaux. Le monde moderne croyait s'être débarrassé des démons, en ayant trouvé l'inconscient à la place. Mais je peux vous assurer que les vieux démons sont encore bien là, parmi nous. Ils se sont juste un peu relookés. Ils ont changé de nom. Ils se sont intégrés à la société. Le système limbique, l'hippocampe, le lobe frontal, les hormones, les énergies. Nous serions articulés comme ça par des entités autonomes et complètement à notre insu. Bon, vous me direz, c'est scientifique. Je vous répondrai, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais de là à en faire l'explication d'un symptôme psychique, même pas en rêve. La science est infiltrée par la pensée démoniste, ou pour être plus précis, des forces psychiques qui alimentaient déjà la croyance aux démons, aux daimons, comme disaient les Grecs antiques. Ça fait des siècles que l'être humain esclavagise les démons, qu'il les met au service du refoulement. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors des esprits, un cerveau, mes ancêtres, un parent toxique, tout sauf les complexes. Dans l'homme au rat, d'ailleurs, Freud montre comment la croyance en l'au-delà, la superstition, les synchronicités sont infiltrées par les complexes du patient. Il s'en sert, l'homme au rat. Il les utilise pour y projeter, maquiller et faire vivre ses propres désirs refoulés.
Et si l'on ne saisit pas ces subtilités, on passe à côté de l'élément essentiel qui génère de la souffrance. Il faut donc s'y confronter à cette complexité. Si on fait de la théorie, c'est pas pour connaître les textes de Freud sur le bout des doigts et les répéter ensuite comme des mantras. Ça, on s'en fiche. Ce qu'on essaye de faire ici, à l'EIPA, c'est d'actualiser ces textes. Nous en servir pour éclairer notre pratique clinique aujourd'hui et demain. Et c'est ce que je vais essayer de faire. À nouveau, donc avec ce texte, extraire certains éléments qui me semblent fondamentaux, qui m'aident à réfléchir sur ma pratique et qui vous aideront peut-être à réfléchir sur les vôtres, sur vos pratiques ou vos futures pratiques. Aujourd'hui, je vais entrecroiser ma lecture de ce cas avec des exemples cliniques pour justement mettre le doigt sur cette actualité. On va essayer. Alors, vous verrez, c'est pas si compliqué. Parce que l'homme aura, c'est pas seulement un cas particulier, c'est le démantèlement de la structure névrotique. Et ça tombe bien parce que, je vous le rappelle, la grande majorité des personnes qui viennent nous voir sont des névrosés. Même si ça ne saute pas de suite aux yeux. Parce qu'ils se présentent comme des anxieux, des TDAH, des hypersensibles, etc. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'homme aura est un patient assez ordinaire, au final. Il vient voir Freud pour deux raisons essentielles. La première, il a peur que quelque chose de grave arrive à son père et à la femme qu'il aime. Et deux, il a des compulsions suicidaires, comme se trancher à la gorge. C'est pas si extraordinaire. Des patients anxieux à l'idée qu'il arrive quelque chose de grave à un proche, qu'il meurt par exemple, bon, j'entends ça presque tous les jours. Et les phobies d'impulsion, n'en parlons pas. Là, il s'agit de se trancher la gorge avec un rasoir, mais je vous parlerai tout à l'heure d'une patiente pour qui il s'agit de sauter par la fenêtre. Alors pour d'autres, c'est mettre un coup de volant à pleine vitesse sur l'autoroute, faire du mal à ses enfants, etc., etc. Bon, au fur et à mesure que se déplient les idées, au travers donc, de l'association libre, ce que cette thérapie-là découvre, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des désirs cachés. La peur du patient cache l'envers du décor, son désir. S'il a peur qu'il arrive quelque chose de grave à son père, c'est parce qu'il le désire au plus profond de lui. Et pour se punir, il n'a rien trouvé de mieux à faire que se trancher la gorge. Donc il retourne la pulsion sur lui-même. C'est un des destins de la pulsion que nous connaissons bien. Et progressivement, on s'aperçoit que ces souhaits de mort à l'égard de son père, de la dame qu'il aime, ils s'étendent à l'ensemble de ses relations. Le cousin Richard, la grand-mère, etc. L'homme aura, c'est la faucheuse. Alors ses proches l'appellent le vautour. Mais c'est plus juste de dire la faucheuse parce qu'il ne se contente pas d'attendre la mort, mais c'est lui qui la provoque. Il provoque la mort des gens qu'il rencontre. Il en est l'acteur. Et ça me fait penser à un analysant qui n'a pas exactement les mêmes symptômes que l'homme aura, bien sûr, mais un complexe inconscient assez similaire. Quand il avait 6 ans, il se rappelle avoir été réprimandé sévèrement par son grand-père. Et il me dit, le pauvre, l'été d'après, il est décédé. Et je me rappelle très bien de la date de sa mort, c'était le jour de l'anniversaire de mon père. Après analyse, on a compris qu'il avait souhaité qu'il arrive malheur à son grand-père. Comme il avait souhaité par le passé qu'il arrive malheur à son père. Comme son grand-père est mort peu de temps après son souhait, il a pensé que son désir s'est réalisé.
Et le fait qu'il décède le jour de l'anniversaire de son père, c'est-à-dire le jour de l'anniversaire du fils du mort, à l'époque, le patient, à 6 ans, il a pris ça comme un cadeau qu'avait reçu son père pour son anniversaire. Que son père l'avait souhaité aussi, et que son vœu s'était exaucé, en miroir de ses propres désirs à lui. 6 ans, c'est l'âge où les enfants commencent à choisir leur cadeau d'anniversaire seuls, selon leurs souhaits, selon leurs désirs. C'est un moment qui est très important, capital. Donc, vous voyez comment les événements extérieurs de la vie, ici, le temps relativement court entre le souhait de mort et la mort effective, et aussi le hasard du calendrier, donc le jour de l'anniversaire de son père, sont utilisés par le patient pour renforcer la toute-puissance des idées, qui devient d'autant plus problématique à l'âge adulte qu'elle a été jouissive à l'enfance. Hein, c'est-à-dire que lui, ça l'arrangeait bien. Hein, il devait sans doute se prendre pour Dieu. Ces désirs infantiles se sont par la suite retournés contre lui, donc un peu comme l'homme aura. Mais pas au travers d'impulsions au suicide. Ils font retour sur lui, notamment dans ses pratiques sexuelles. Il est marié, mais fréquente les milieux homosexuels et il a des rapports très durs dans lesquels il est violenté par des hommes. Et puis, dans la vie de tous les jours, il s'isole pas mal. Il a très peu de relations sociales et il a tendance à forcer un peu sur la bouteille. Sa femme dit que dans ces moments-là, donc quand il picole, elle ne le reconnaît pas. Et elle est sûre qu'il pourrait devenir violent. Il n'a jamais été. Mais ça le rend très très anxieux. Bien sûr. La source de ses comportements sexuels, isolement social, son anxiété, remonte à des désirs infantiles qui attirent à eux, dans l'inconscient, comme un aimant, tout un tas d'éléments présents. Des pensées actuelles. Il est gouverné par son passé, comme l'homme aura, et comme tous les névrosés. Revenons-y à l'homme aura. Si on prend la colère qu'il éprouve à l'égard de la grand-mère de la femme qu'il aime, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est absorbé dans ses études, et subitement, une pensée apparaît. Se trancher la gorge avec un rasoir. Alors, il se lève, il va chercher, il se rapproche du placard pour aller chercher le rasoir. Et là, une autre pensée le traverse. Cette nouvelle pensée, c'est non, c'est pas si simple. D'abord, il faut tuer la grand-mère. Bon, là, il tombe par terre dans un état d'angoisse terrible. C'est pas rigolo ce qui lui arrive à l'homme roi. Et il y a aussi le cas de son cousin, enfin du cousin, de la dame qu'il aime, Richard. Pareil, donc là, c'est un concurrent vis-à-vis de sa bien-aimée. Le cas de la grand-mère, c'était pareil. Hein, la grand-mère, en fait, c'est sa bien-aimée qui était chez sa grand-mère, donc elle était une sorte de concurrent. Donc là, le cousin, c'est pareil. Et il a des souhaits de mort adressés au cousin qui vont se retourner contre lui. Et il se retrouve à courir, après manger, en pleine canicule, pour soi-disant maigrir. Donc c'est une idée absurde et très dangereuse qui masque ses intentions suicidaires. Entre parenthèses, vous voyez bien que si l'homme aura était venu vous voir, ça aurait servi à rien de lui dire, par exemple, qu'il n'a pas besoin de maigrir, ou qu'il est bien comme il est, qu'il devrait sortir un peu avec ses amis pour se changer les idées. Ça se joue sur une autre scène, sur une association de mots. Le surnom du cousin Dick, qui veut dire gros en allemand. Et en anglais aussi, ça veut dire autre chose. Mais c'est... Oui, exactement. Donc, mais la subtilité, elle est là. La fameuse complexité. Le hasard de la jonction entre l'énoncé et le complexe. Bon, je ferme la parenthèse pour l'instant. J'y reviendrai. Mais
quand on y pense, ce sont des cas de jalousie tout à fait ordinaires. Il aimerait être avec la femme qu'il aime, mais d'autres prennent sa place auprès d'elle. Seulement, chez l'Omura, ça prend des proportions énormes. Ça va plus loin qu'une jalousie ordinaire. Il faut supposer quelque chose de plus intense, écrit Freud. Ce plus intense, c'est ce noyau infantile, oedipien, refoulé et qui attire à lui comme un aimant les représentations actuelles du présent. Il a une trentaine d'années, je crois, l'Omura, et ce qui devrait être facilement verbalisé, l'hostilité à l'égard de la grand-mère ou du cousin, est connecté au circuit oedipien inconscient, donc à des désirs très, très, très hostiles. Inacceptable pour sa conscience, ce qui renforce le refoulement, cercle vicieux. Dans les cas de névrose pathologique, l'inconscient est un gouffre gigantesque qui attire à lui tout un tas de représentations en lien avec ce que vit la personne dans le présent. Et tout, ou presque, est susceptible de devenir pathogène par association. Et je me suis rendu compte que c'était ce processus à l'œuvre aussi derrière les symptômes de pas mal de patients diagnostiqués TDAH. Bon, en ce qui concerne l'Omura, les pensées entre guillemets normales à l'égard de la grand-mère, elle me fait chier par exemple, ne peuvent pas apparaître. Elles sont trop virulentes, connectées à des souhaits mortels. Pourtant, il est nostalgique de sa copine, mais ne parvient pas à le verbaliser, ni même à le penser. Le refoulement fait des trous. Les pensées n'apparaissent pas. Elles sont aspirées dans le gouffre inconscient. Et ça, c'est très, très, très important pour comprendre la pathologie névrotique. Essayons de rentrer un peu dans la complexité. Ça va bien se passer. À un moment donné, Freud parle des ellipses. Ça vous a peut-être paru étrange. Les ellipses, ce sont des figures de style littéraire qui consistent à supprimer certains mots dans une phrase. Les écrivains, les poètes les utilisent souvent. Les névrosés font pareil, mais sans s'en rendre compte. Si dans un chemin de pensée, je supprime certains mots, certaines phrases, au final, la pensée, elle prend une autre signification. Elle ne veut plus dire la même chose. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir le refoulement des représentations. Certains souvenirs, images, mots ne sont pas accessibles à ma conscience. Ça fait des trous et ça transforme mes pensées. Littéralement. Elles prennent une nouvelle signification. Et c'est cette nouvelle signification, l'élaboration secondaire, qui donne le corps aux symptômes. Exemple. L'Omura, il nous parle d'une de ses idées obsessionnelles, qui est « si j'épouse cette dame, mon père mourra ». Cette idée, elle s'impose à lui. Il ne peut pas la chasser. C'est une évidence, ça le torture. Ça l'angoisse énormément. Grâce à l'analyse, au bout d'un certain temps, il parvient à reconstruire la pensée complète. Ils ont retrouvé les phrases refoulées. Ils ont rempli les trous, en fait. Et voici, grosso modo, la pensée complète derrière cette idée. La pensée complète, c'est « si j'épouse cette dame, mon père sera furieux contre moi, comme il l'a été par le passé, ce fameux jour où, enfant, il m'a réprimandé et que j'ai souhaité sa mort. Et si je le souhaite, mon père mourra. » Rappelez-vous la toute-puissance des idées. Donc, toute la partie centrale de la réflexion a disparu. Elle est aspirée par le refoulement. Trop dangereux. À disposition de la conscience, il ne restait plus que les deux extrémités du raisonnement. Le début, si j'épouse cette dame,
Et la fin, mon père mourra. Donc si j'épouse cette dame, mon père mourra. Cette phrase, cette pensée, dont la partie centrale avait disparu, est énigmatique. Elle s'impose à lui, il ne la reconnaît pas. Le patient la prend pour quelque chose qui s'impose de l'extérieur, un commandement de Dieu, de l'esprit, de mon cerveau, selon les croyances de chacun. Ici, on est au cœur du fonctionnement de la névrose obsessionnelle. C'est par là qu'il faut passer aussi pour comprendre le délire autour du supplice des rats. De la dame de la poste, etc. Et des premières manifestations de sa névrose aussi, enfant. Quand il disait « Si je désire voir une femme nue, mon père mourra ». Bon, c'est un peu difficile, en tout cas déroutant, complexe. Mais il faut petit à petit vous familiariser avec cette complexité, avec l'inconscient. Et je vous conseille pour ça de vous intéresser aux phénomènes hypnotiques et post-hypnotiques surtout. Ça, c'est notre base empirique, expérimentale, à nous, psychanalystes, et qui nous permet de comprendre ces nœuds au niveau des mots, des représentations, et leur effet sur nos pensées, nos comportements. La linguistique aussi, c'est un peu moins amusant que l'hypnose, la linguistique. Mais cette jeune science explique bien ces phénomènes. Nous nous servons des mots pour désigner des choses, mais nous sommes aussi conditionnés en retour. Nous devenons la chose des mots. En fait, nous sommes colonisés par le langage. Toutes nos pensées sont constituées de mots. On ne peut pas penser sans mots. Un autre livre intéressant sur le sujet, c'est une fiction, c'est 1984 de George Orwell, qui explique comment la novlangue, le langage parlé, influe sur nos pensées et nos comportements, comme on est dirigé par les représentations. Pour encore un petit peu mieux illustrer, je vais vous donner un exemple de ma pratique. Je vous parlais tout à l'heure d'une patiente qui avait peur de se suicider en sautant par la fenêtre. Alors, elle sait qu'elle ne va pas le faire, mais ses idées noires lui font peur. Elle travaille dans un immeuble en hauteur, et quand je la questionne, elle me répond « Ça m'arrive souvent quand je suis devant l'ordinateur. Je me mets à avoir des idées noires, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à m'envoyer en l'air. Je pense à m'envoyer en l'air. » Évidemment, je souligne cet équivoque. Elle sourit, ça fait quelque temps qu'elle est en analyse, cette personne. Elle sourit et elle associe avec un souvenir. Dans la chambre de papa et maman, elle doit avoir 4 ou 5 ans, avant qu'ils divorcent. Elle est sur les genoux de papa, devant l'ordinateur. Et elle me dit, c'était notre petit coin tranquille, à nous. Et je lui dis qu'elle avait sûrement eu des idées quand elle était sur les genoux de papa, et des idées sexuelles. Elle me répond, je m'en souviens pas. Mais je me rappelle de quelque chose d'autre. Quand j'étais petite, un jour, j'ai demandé à papa s'il pouvait me sauter. Et mon père m'avait répondu que ce n'était pas une manière de parler, on ne disait pas ça. Bon, heureusement. Et c'est remarquable comment ces expressions, s'envoyer en l'air, sauter, font le pont entre les jeux d'enfance les plus courants et la sexualité adulte. Bref, tout ça nous a permis de rattacher quelques éléments de son histoire. Les voici. Son père est parti avec une femme plus jeune. Et la patiente entendait sa mère dire « Je le sentais, ça fait un moment qu'il ne me sautait plus. » Ou encore « Ah, elle est bonne qu'à sauter. » Notre petite patiente, amoureuse de son père, recherchant son amour, nostalgique des épisodes sur ses genoux, en compétition avec sa mère et sa belle-mère, saisit que, quand son père aime, il saute. Donc, bien sûr, elle veut se faire sauter par papa. Elle
Elle n'a pas la même idée que sa mère de ce que ça veut dire, mais elle sait que ça a un rapport avec la sexualité. Elle n'est pas naïve. Elle a déjà eu certaines idées et sensations, notamment quand elle était sur les genoux de papa. Donc, cette formule-là, se faire sauter, puis plus tard, s'envoyer en l'air, s'insère à ses fantasmes. Ensuite, l'intégration de l'interdit de l'inceste, l'angoisse de castration est passée par là. Et puis, entre-temps, elle s'est fait une idée un peu plus claire de ce que ça impliquait, se faire sauter par papa. Tout ce complexe est refoulé, mais mal refoulé. Les pensées reviennent aujourd'hui au travail, devant son ordinateur, bien sûr. Mais vous le savez maintenant, sous l'effet de la censure, avec des ellipses, des trous. Les fantasmes sexuels du passé ont disparu de sa conscience. Ils n'apparaissent que des fragments. Du style, là, tu pourrais t'envoyer en l'air. Mais qui se présentent comme des pensées soudaines, étranges, impossibles à chasser ni à comprendre. La pensée est désexualisée. Les idées sexuelles sont devenues des idées noires. On comprend mieux maintenant la plainte de la patiente. Elle disait, c'est bizarre, je n'ai pas envie de me suicider. Je sais que je ne vais pas le faire, mais ces idées noires me font peur. Je ne sais pas d'où elles viennent. Maintenant, on sait d'où elles viennent. Elles viennent de l'inconscient. Bon, je suis passé très brièvement sur ce cas. Il y aurait beaucoup plus à dire pour expliquer la constitution des idées obsessionnelles de cette patiente, ces idées noires. Quand son père est parti de la maison, il a aménagé au dernier étage d'une tour. Il a pris son ordinateur. Il y a un souvenir de la belle-mère assise sur le fauteuil, dos à l'ordinateur, qui dit à la patiente qu'elle va devoir arrêter de dormir avec papa. La fenêtre n'est pas très loin, le vide, bon, il s'en faut peu pour que la belle-mère y passe. Mais tout ça pour vous rappeler, donc, comme disait Delphine tout à l'heure, qu'un symptôme est toujours surdéterminé. Il a plusieurs sources. Je vous renvoie au cas d'Aura. Et l'ellipse dont je vous parlais n'est pas le seul mode d'expression de la névrose. C'est un exemple, mais révélateur quand même du fonctionnement global. La psychanalyse, donc, vise à rendre l'inconscient conscient. On connaît tous cette formule. Mais ça veut dire retrouver les représentations refoulées, remplir les trous. Progresser dans son analyse, ça veut dire progresser dans le symbolique. Et ça change tout. Quand la pensée est complète, qu'elle retrouve sa fluidité, il n'y a plus de commandement provenant de l'extérieur. Les idées sont recentrées dans le sujet, réintégrées. Seulement, il y a encore un hic. Prendre conscience, ce n'est pas seulement un processus intellectuel. Alors Freud l'a cru à un moment, mais ça lui a coûté quelques échecs. Je vous renvoie là aussi au cas d'Aura, entre autres. La prise de conscience, elle passe par l'expérience. Vous aurez beau faire toutes les interprétations les plus justes, si ça reste au niveau intellectuel, souvent, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience dont il est question dans l'analyse? C'est le transfert. Toutes les avancées majeures dans une psychanalyse passent par le transfert, par la relation entre le patient et l'analyste. Et ça, c'est un autre point capital de ce texte. Les interprétations que fait Freud à l'homme Aura, elles ne sont acceptées, intégrées, digérées seulement à la suite du transfert. Il faut qu'il vive dans l'expérience ce que le psychanalyste lui a dit au préalable. Les interprétations qu'il a faites pour s'en rendre compte véritablement, pour franchir un palier. Et ça passe par de la colère, de la haine, par la remontée de ses désirs oedipiens dans le cabinet. Cette question-là, elle est vraiment centrale. C'est une des découvertes majeures de la psychanalyse. Toutes les interprétations que vous faites à un patient sont d'abord des phrases d'attente.
en attente de l'expérience qui va les valider ou non. C'est dans la répétition en acte que les symptômes peuvent se convertir en pensée et donc disparaître. Le psychanalyste va pouvoir aider l'analysant à voir à l'œuvre l'inconscient en acte. Vous savez, c'est comme quand vous apprenez un métier manuel, pour ceux qui sont passés par les filières professionnelles. Il y a la théorie, la partie intellectuelle, celle que vous apprenez en cours, et il y a la pratique, les stages, l'importance de la personne qui vous forme aussi. La théorie est nécessaire. Je le maintiens. De nos jours, on a tendance à faire mauvaise presse à la théorie. Mais sans théorie, on ne peut pas véritablement comprendre ce qu'on fait, ce qui est en train de se passer. Ceci dit, elle n'est qu'une représentation d'attente, en attente de la pratique qui va la mettre en mouvement. Dans l'homme aura, le transfert il est central. C'est le pivot autour duquel tourne toute la thérapie. Il entame un travail avec Freud déjà parce qu'au préalable, il a lu la psychopathologie de la vie quotidienne. Donc, avant même de le rencontrer, cette thérapie est déjà sous le signe du transfert. Et si on est un peu attentif, on l'aperçoit, le transfert, à vif dès les premières séances, dès la première séance. Alors, Freud commence à expliquer au patient la règle de l'association libre. Il le laisse commencer par ce qu'il veut. Il le laisse mener la cure, comme il dit. Et il sait très bien ce qu'il fait, c'est très important. Si on laisse de la place au patient, notamment dans la première séance, si on ne le croule pas sous des questions et des questionnaires, ou des torrents d'interprétation, si vous laissez des silences, par exemple, il va dire des choses importantes. Il va remplir les trous avec des représentations, d'abord de substitution. Les silences sont cruciaux. Ça met souvent une sorte d'inconfort, de malaise qui vire rapidement au rouge, au transfert. Si vous laissez faire le patient, il va aller dans le vif. Vous pouvez compter sur lui. Le ça pousse toujours. D'emblée, l'homme aura, où est-ce qu'il va, lui? Par où il commence? Il commence par son ami, chez qui il se rend pour se rassurer quand il va mal, qu'une idée criminelle le tourmente. Il commence par là. Bon, on est dans le transfert. Vous vous rappelez, à la première séance, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dès qu'il commence à parler, ses premières associations, elles se dirigent, donc il parle de son ami, chez qui il se rend quand il est pas bien, quand il est angoissé. Donc là, c'est la présence de l'analyste qui fait dévier son chemin de pensée. Soit Freud lui fait penser à son ami, et il avoue de manière indirecte ce qu'il vient faire ici, se faire rassurer, soit il a en ce moment même des impulsions criminelles envers Freud, et il aimerait bien se rendre chez son ami pour se rassurer. Ou peut-être les deux, ne soyons pas avares. Et puis il continue, l'homme aura. C'est super. Il associe de suite avec un autre ami qui a exercé sur lui une influence similaire. Donc l'ami avait 19 ans, lui il avait 14. Il insiste sur la différence d'âge. C'est intéressant. Ça va dans le sens de la relation avec Freud. Il dit qu'il a été trahi, premier grand choc de sa vie. Vous voyez, si on maintient ce parallèle avec le transfert, il déballe plus de choses que ce qu'il pense, l'homme aura. Ça peut nous faire penser à une relation d'amour homosexuelle. Surtout quand on connaît un peu les processus de l'adolescence dont il parle, là, à propos de cette personne. Bon, on le laisse continuer, il associe justement sur sa sexualité. Elle a commencé très tôt, il dit. Tout ça, c'est les enchaînements que fait l'homme aura au début de séance. Hein. Ce sont ses associations. Donc, il parle de sa sexualité. Juste après cet ami, il enchaîne sur la sexualité. Donc, on y est. Les associations ne sont pas hasardeuses. Et puis, il enchaîne avec cette gouvernante, mademoiselle Peter. Et Freud souligne que ce dont il se rappelle, c'est du patronyme masculin de cette femme. Donc, si on suit ces associations, simplement en écoutant, en les articulant comme un seul et même discours, on peut supposer, sans trop de risque d'erreur, qu'il place Freud, là, dans un transfert homosexuel, inconscient, d'origine infantile,
Et peut-être que l'on touche là, aux sources de sa problématique. Peut-être que ces pulsions homosexuelles sont la source des désirs de mort envers son père. Bon, on ne peut pas le savoir, parce que l'homme aura n'est plus là pour en parler, mais il est possible, c'est ce que je pense, que Freud ait refusé ce transfert homosexuel. Et là, on va parler, et je terminerai là-dessus, des limites de cette cure. Le transfert atteint son paroxysme lors d'une séance dans laquelle Freud, il dit à Lomora, « Je ne suis pas quelqu'un de cruel. » Il sous-entend, « Je ne suis pas le capitaine Tchèque, celui du supplice. » Et pourtant, à la fin de cette séance, précisément, comment est-ce qu'il l'appelle, Lomora, à Freud? Monsieur le capitaine. On a l'impression que Freud refuse de prendre une certaine place, mais que de l'autre côté, Lomora, il le force à la prendre, cette place. C'est assez rigolo. Et cette lutte se joue à un niveau inconscient, sur la base du transfert homosexuel, et sur la capacité de Freud à le supporter. Donc là, on arrive sur le terrain du contre-transfert. Au moins aussi important que le transfert. Alors, Freud avait connaissance du contre-transfert, mais il n'a pas été aussi loin que Ferenczi sur le sujet, par exemple. Et puis, il n'a pas eu la chance de lire Bion aussi. Sinon, il aurait compris que prendre des notes tous les soirs et se baser sur elles pour retranscrire le cas de Ernest Lanzer l'exposait à certains dangers. Il se serait encore un petit peu plus méfié de sa mémoire. Nos fonctions cognitives sont prises dans nos propres complexes. La mémoire, comme l'attention, en séance, sont téléguidées par notre désir. Nous enregistrons, nous mémorisons ce qui nous arrange, quitte à déformer parfois et sans nous en rendre compte, bien sûr. Ici, par exemple, et comme dans le cas d'Ora, la mère de Lomora semble étrangement absente. Est-ce qu'elle est étrangement absente du discours du patient ou de l'attention et de la mémoire de Freud? On peut se poser la question. Il ne faut pas confondre Ernest Lanzer et Lomora, qui est le patient de Freud. Donc voilà encore une piste de réflexion pour actualiser ce texte et penser nos pratiques. Nous inviter à la mise en lumière du contre-transfert, à la mise en garde contre notre propre désir. Ne pas oublier que dans chaque interprétation que nous faisons, nécessaire, nous y mettons un peu de nous, de nos propres complexes. Soyons prudents. Prudents à ne pas réduire les personnes qui viennent nous demander de l'aide et d'en faire nos patients. L'avancée d'une psychanalyse, on l'a vu, c'est le progrès dans le symbolique. C'est-à-dire que progressivement, les refoulements vont se lever, les mots vont se libérer, et le patient va devenir un sujet. Il va cesser d'être un patient. Et il n'aura plus besoin d'un analyste. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour aujourd'hui. Merci Mathieu. Très complet, très intéressant, comme d'habitude. Et il y a quelques trucs, du coup, enfin, j'ai pensé au travers de ce que vous disiez. Je voulais réagir par rapport à la notion de punition qui, en effet, devient le symptôme, cette punition. Et je voulais juste rappeler que dans l'inconscient, il n'y a pas de notion de réel. Hein, le principe de réalité n'existe pas dans l'inconscient, ni de temporalité. Ce qui veut dire que la pensée est équivalent à agir. Il ne faut pas l'oublier, ça. Parce que au niveau de l'inconscient, pourquoi ce besoin punitif alors qu'il n'a rien fait? Mais si,
il l'a pensé. Et penser, c'est C'est faire. équivalent à faire au niveau de l'inconscient. Donc se rappeler de ça. Et puis aussi, toujours par rapport à cette notion de punition et du coup l'homosexualité, on peut imaginer que l'enfant, si on se rappelle que on fonctionne tous selon le principe de plaisir, l'enfant qui vit cette violence vis-à-vis de son père, comment est-ce qu'il survit à ça? Il ne peut pas accepter ce déplaisir. Donc, il va chercher à trouver le plaisir dans le déplaisir. Et là, il se met dans cette posture en tant que victime pour pouvoir maintenir la relation de masochisme féminin. Et c'est justement ce masochisme féminin qui va cristalliser la libido un peu à cet endroit, non pas de l'homosexualité, parce que peut-être, mais surtout au niveau de la bisexualité. Donc la bisexualité inhérente au conflit pré-oedipien. Hein, vous savez, quand on a parlé de la théorie du sexe universel, donc justement cette bisexualité qui est inhérente au développement psychosexuel avant le choix d'objet, véritablement. Je vais dire ça. Et puis aussi, par rapport au langage, ça c'était important, cette notion du langage et de l'aspect hypnotique. Il y a une forme d'emprise dans le transfert, qu'on le veuille ou non. Il y a quelque chose de l'ordre, parce que la première fois que la personne vient en consultation, elle est dans la posture de la demande, du besoin, et suppose que vous ayez les réponses, que vous êtes dans la position du sachant. Et ça crée très naturellement une forme d'emprise. Donc c'est dangereux, entre guillemets, parce que c'est à cet endroit-là que les interprétations peuvent être vécues comme des injonctions. Et c'est là où on peut créer quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas là. Et c'est ce qu'on fait en hypnose. Justement, dans l'hypnose, on va exprès suggérer des choses pour fabriquer un petit peu la modification, la sensation qu'on cherche à avoir. Donc il faut être conscient de ça pour surtout ne pas rentrer dans cette relation transférentielle dans laquelle le thérapeute, l'analyste serait le sachant qui a emprise sur le sujet. Parce que là, on va complètement fausser cette relation et ça va devenir très compliqué d'avoir un contenu justement libre d'association. Et le seul moyen de pallier à tout ça, notre vrai garde-fou, hein, je pense que c'est le bon terme pour ça, c'est le cadre. C'est évidemment le cadre, parce que si le respect strict, absolu du cadre, des règles du cadre, de la mise en place du cadre, remet chacun dans sa position de sujet, justement. Et on en a parlé à plusieurs fois, c'est-à-dire que nous aussi, on a besoin de se remettre dans une posture de simple élément de décor dans un cadre, comme tous les autres éléments de cet endroit-là. On ne détient pas de pouvoir, on ne détient pas de savoir, on fait partie d'un cadre, d'un ensemble, d'une mise en scène qui va permettre au sujet d'élaborer et de développer et justement au travers du langage présenter ce contenu refoulé, transformé. C'est tout. Petit commentaire. Et l'analyse du contre-transfert aussi, on pourrait rajouter. Voilà, oui, tout à fait. Pour être conscient des propres processus à l'œuvre chez nous. C'est ce qu'on fait en groupe de supervision, qui est très intéressant, parce que justement c'est particulier lorsque vous commencez l'exercice de pouvoir dans une dynamique donc individuelle et ou en groupe de pouvoir justement détailler voilà tel que vous avez vécu les choses, les événements qui ne sont pas neutres.
hein, bien sûr, jamais. Des réactions, des commentaires pour Mathieu? J'avais une question par rapport à ce que disait Mathieu sur la pulsion sexuelle et la punition. Est-ce que c'est des pulsions qui cohabitent ou est-ce qu'il y a un moment donné, il y a un remplacement et la punition, le suicide vient remplacer cette pulsion ou est-ce que c'est... Conséquence. Est-ce que ça cohabite? Oui, est-ce que c'est conséquent? Il y a un renversement qui s'opère à la suite de l'angoisse de castration. C'est-à-dire que des pensées sexuelles, alors admettons que des pensées sexuelles se manifestent chez un patient adulte par plutôt quelque chose qui a trait avec la punition, il y a un renversement qui s'est opéré avec l'angoisse de castration. Mais les deux cohabitent toujours. C'est-à-dire que derrière les impulsions au suicide, on retrouve les traces de la pulsion à punir, si vous voulez. Donc les deux sont toujours là, mais l'un remplacé par l'autre. Parfois côte à côte, ça dépend. Je dirais dans une dynamique, c'est-à-dire une conversation entre eux même, parce que l'expression punitive, la conséquence de ces pensées, vont en soi créer un bénéfice secondaire. Il y a en soi autre chose qui va ensuite relier à nouveau à la pulsion sexuelle, par exemple, dans ce cas-là. Et c'est vraiment un cercle vicieux qui va s'exprimer, dont le sujet n'arrive pas à s'extraire, et c'est pour ça qu'il y a un symptôme après. Et ce qui est très important, encore une fois, et c'est toujours important d'insister là-dessus, c'est écouter la personne, parce que chaque personne est différente, et si on laisse de la place à la personne, on est attentif, on écoute, ces choses-là, elles vont être verbalisées. Et comme chaque personne est différente, voilà, on va le découvrir au fur et à mesure dans cette relation-là, au travers du transfert, de l'écoute. Donc ne pas mettre de théorie non plus entre nous et le patient, mais écouter. Et ces choses-là, de toute façon, on va les entendre. Elles vont venir, elles vont se présenter.